Ça fait maintenant 6 mois que je suis passé entièrement sur Apple M1, que ce soit en MacBook Air, en MacBook Pro et en Mac Mini. J'ai fait récemment une vidéo où je parlais du MacBook Air M1 6 mois après et vous avez été nombreux à me demander de faire la même vidéo pour le MacBook Pro M1. Salut à tous, moi c'est Issam Baz et vous regardez la revue du MacBook Pro M1 6 mois après. On commence directement par la partie qui intéresse tout le monde lors d'un achat d'un MacBook Pro, c'est la partie performance. Si on met autant d'argent sur un MacBook, on va vouloir avoir des performances vraiment élevées. Personnellement, je suis sur un MacBook Pro à 16 Go de mémoire, 512 Go de disque dur à 1900 €. Et 6 mois après, je peux vous dire que mon avis sur la performance est plutôt positif. Je vais lister les cas d'utilisation que j'ai sur mon MacBook Pro. Tout d'abord, le montage vidéo. Donc, toute ma chaîne, tout ce qui est gestion de ma chaîne en termes de montage vidéo, sauf quelques vidéos de test où je fais exprès de faire un montage sur un Mac Mini ou sur un MacBook Air juste pour vous montrer, pour faire des showcases. Mais sinon, toute ma chaîne est gérée par cette petite machine. C'est le MacBook Pro à 16 Go de mémoire sur Final Cut Pro. Final Cut Pro est une application qui est native M1, donc compatible à 100%, qui bénéficie de tous les avantages de la puce M1, donc elle est super performante. Et je peux vous dire que au niveau de gain de temps d'export de vidéo, je mets quasiment 2 fois moins de temps qu'un ordinateur Microsoft par exemple. C'est vraiment très rapide pour une vidéo de 20 minutes en 4K. Je vais exporter la vidéo en quasiment 20 minutes, voire entre 18 et 20 minutes, ce qui est énorme. Quand j'étais sur Microsoft, avec un ordinateur assez performant aussi, je mettais à peu près 2 fois plus de temps. Et sur un MacBook Intel, je mettais 5 minutes de plus à peu près. Les performances étaient déjà là, mais là, il y a quand même une légère amélioration. Au niveau de la fluidité aussi des montages vidéo, c'est super agréable. Il faut savoir que la puce M1 est divisée en 2 groupes de corps, 4 corps à haute efficacité qui vont intervenir lorsqu'on est en train de solliciter énormément le MacBook Pro, le montage 4K par exemple, et 4 corps qui vont être utilisés pour tout ce qui est navigation Internet, et c'est des corps qui vont être à faible intensité. Donc lorsqu'on est sur du montage vidéo, franchement, la machine, elle bombarde, il n'y a vraiment aucun souci, et en termes de performance, je me régale. En termes de retouche photo, j'utilise par exemple Affinity Photo, c'est une application que je vous ai présentée dans ma vidéo, les 5 applications que j'utilise quotidiennement sur ma MacBook Pro M1. C'est une application qui est exactement pareille que Photoshop, sauf qu'on ne paye qu'une seule fois, on n'est pas obligé de s'abonner et elle offre toutes les fonctionnalités de Photoshop et de Lightroom. C'est une application qui est très gourmande en performance parce qu'elle offre vraiment beaucoup de fonctionnalités. Mais par contre, sur ma MacBook Pro M1, elle est super fluide. C'est agréable de se servir de ce genre d'application native M1 en fait. C'est surtout ça l'avantage, c'est que on va utiliser des applications et on va aimer s'en servir. On n'a pas les petits problèmes à côté, les petits freezes, les petits lags qui vont vraiment nous faire chier tout simplement. Là, c'est super fluide, super agréable. Donc pour le montage photo, on va aussi bénéficier de l'intelligence artificielle. Le Neural Engine qui est disponible sur le MacBook M1 va venir sublimer encore plus les expériences de tout ce qui est reconnaissance de photos, reconnaissance de couleurs et tout ça. D'ailleurs, c'est de plus en plus utilisé sur le MacBook pour tout ce qui est appareil photo, par exemple, pour tout ce qui est caméra. La caméra est chouette parce que grâce à ces algorithmes qui sont boostés par le Neural Engine, on va pouvoir isoler un peu plus le visage et lisser un peu le visage. Donc c'est super agréable. Sur Photoshop, il y a des fonctionnalités sympas que j'avais montré dans de précédentes vidéos qui vont utiliser ce Neural Engine. Donc très bon point pour tout ce qui est montage et retouche photo pour ce MacBook Pro M1. L'autre partie qui va nous intéresser, c'est la partie musique, donc tout ce qui est composition de musique et tout ça. Bon, je n'ai pas vraiment utilisé ces fonctionnalités-là. Je sais qu'on a des applications natives M1 qui sont faites pour. Par contre, en termes d'utilisation, je ne m'en suis jamais servi. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que le MacBook M1 est super silencieux. Et je pense que lorsqu'on fait de la composition musicale, c'est très important si on enregistre un instrument ou quelque chose qu'on ait un ordinateur qui ne fait absolument pas de bruit à côté. Et comme ça, on va pouvoir isoler le son de l'instrument et avoir vraiment un résultat qui est complètement pur. À ce niveau-là, aucun bruit sur le MacBook M1. Même lorsque je suis en train de faire du montage et de faire du rendu d'une vidéo, il ne fait absolument aucun bruit. Des fois, je m'étonne, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un ventilateur sous ce MacBook ou pas? Parce que franchement, on ne l'entend quasiment jamais. Ensuite, pour la partie performance, ce qui va nous intéresser, c'est aussi le gaming. Parce que voilà, un ordinateur peut-être à ce prix-là, on a envie de jouer à des jeux de temps en temps. Certes, ce n'est pas l'objectif principal de cet ordinateur. Apple n'est pas une société réputée pour produire des machines qui sont faites pour le gaming, mais je pense que c'est dans le plan d'Apple de basculer petit à petit vers des ordinateurs gaming, parce que là, on a 8 cœurs de GPU
Et franchement, on a une expérience gaming pour un ordinateur portable, une carte graphique intégrée dans la puce M1 qui est juste sublime. En fait, on peut jouer sur plusieurs jeux. J'ai fait la démo du jeu Fortnite, j'ai fait la démo du jeu League of Legends et j'ai même mis des vidéos de plusieurs jeux tels que The Witcher et j'en passe. Et grâce à ces 8 cœurs de GPU, on a une expérience qui est potable pour un ordinateur portable qui n'est pas fait pour. Par contre, le seul bémol pour le gaming, c'est que vu que les jeux ne sont pas compatibles M1 et que les éditeurs de jeux vidéo ne pensent pas vraiment à passer sur le support M1, à part World of Warcraft qu'il a fait. Et franchement, World of Warcraft sur M1, c'est magnifique. Très très belle expérience de jeu, mais bon, ce n'est pas un jeu qui est réputé pour être gourmand. Donc les éditeurs ne sont pas vraiment passés sur M1. Et du coup, au bout de 2-3 heures de session de gaming sur Fortnite, par exemple, l'ordinateur va chauffer et quand il va chauffer, le ventilateur va se mettre en route, il va consommer de la batterie et on va avoir un impact sur les performances. Et au bout de 3 heures de jeu, j'ai arrêté. Par exemple, j'ai arrêté de jouer à Fortnite. Il y a des jeux qui consomment moins. Par exemple, League of Legends, il va moins solliciter l'ordinateur, mais on sent quand même qu'il chauffe et on entend un petit peu le ventilateur. Si votre optique, c'est vraiment un ordinateur que pour du gaming, n'achetez vraiment pas le MacBook Pro M1. Et d'ailleurs, n'achetez pas un MacBook tout court, parce que le MacBook Pro M1, c'est le meilleur ordinateur gaming de la gamme MacBook, tout simplement. Ce qui va intéresser les professionnels aussi, à côté de la performance, c'est la partie compatibilité logicielle. Alors les performances, c'est bien, mais les logiciels qui vont avec, c'est encore mieux. Je dis toujours qu'un ordinateur puissant avec un mauvais software, c'est comme si on avait un tank qui était conduit par un bébé. C'est le même exemple que pour l'iPad M1 qui a des performances de fou, mais qui est bloqué par iPadOS qui n'offre pas de fonctionnalités gourmandes. Donc en termes de compatibilité, on a des applications qui sont natives M1. Je parlais d'Affinity Photo, je parlais de Final Cut Pro, et là on remarque que c'est la symbiose en fait entre logiciel et hardware. Voilà, Apple ils sont forts dans ça. C'est l'iPhone est le meilleur exemple. Lorsqu'on a un logiciel qui est fait pour l'hardware, ça produit des performances plus élevées que ce qu'elle devrait fournir de base. Par contre, lorsque c'est des applications qui vont passer par Rosetta 2, qui est la couche d'abstraction dont j'ai parlé dans de précédentes vidéos, on n'a pas les mêmes résultats chez tout le monde. Chez certaines personnes, l'application va tourner, va être stable. Chez d'autres personnes, ça va planter, il va y avoir des crashs. Il y a des applications, on va être obligé de le redémarrer. J'ai eu le problème avec League of Legends par exemple, où j'ai mis un guide carrément pour comment installer League of Legends sur M1. Donc ça crache parce que ça passe par Rosetta 2. Aussi, les performances vont être 30% moins élevées et la consommation de batterie va être encore plus importante lorsqu'on passe sur Rosetta 2. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs éditeurs de logiciels professionnels passent sur M1 parce que voilà, la communauté Apple est passée sur M1. Le MacBook M1 c'est énormément bien vendu et Apple vont sortir le M1X, voire le M2. Donc voilà, c'est dans la continuité et les éditeurs logiciels doivent se mettre en route et le plus vite possible. J'ai un peu râlé parce que Photoshop ne s'était pas mis sur M1, pareil pour Premiere Pro, mais maintenant ici sont mis, il y a un support natif de ces applications et beaucoup d'autres logiciels vont suivre. Donc c'est cool. Regardez quand même avant d'acheter un MacBook Pro M1 si l'application que vous utilisez est native M1. Si ce n'est pas le cas, regardez quand est-ce qu'il prévoit de le faire. Si l'éditeur de votre application ne prévoit pas de faire un portage sur M1 complet, franchement n'achetez pas le M1. Ne comptez pas sur Rosetta 2 pour faire le taf, même s'il y a de bons retours sur Rosetta 2. Moi je vous garantis que vous avez, je ne sais pas, peut-être même une chance sur 100 que ça pète, mais même une chance sur 100, c'est quand même élevé pour un ordinateur de ce prix. Autre point très important, c'est l'autonomie de batterie. Parce que moi, en tant qu'utilisateur de MacBook Pro, je veux vraiment avoir la liberté de me balader avec cet ordinateur et avoir une bonne autonomie de batterie. C'est vraiment super important pour moi. Pour le MacBook Pro M1, il remplit très très bien ce pari parce qu'on est sur 20 heures d'autonomie. Je ne sais pas en fait si on n'est pas plus que 20 heures parce que honnêtement j'ai l'impression de ne jamais avoir à le charger. Déjà le chargement est super rapide. Si une fois je m'en sers branché sur mon hub, sur mon dock par exemple sur ma docking station, il se charge. Je le fais une fois par semaine et hop c'est bon quoi. Je l'utilise vraiment régulièrement et je pense que je dois avoir une autonomie d'à peu près 3 jours pour quelqu'un qui s'en sert vraiment beaucoup. Je pense j'ai aux alentours de 5 heures d'utilisation par jour et c'est du montage photo, du montage vidéo. Donc c'est des tâches qui vont utiliser les corps à haute performance, donc ils vont consommer beaucoup d'énergie. Là, je pense que c'est le fait que j'utilise aussi des applications compatibles M1 qui va vraiment venir sublimer cette batterie, donc c'est vraiment top. Autre partie qui est aussi très importante, c'est la SSD, le disque dur qui est
maintenant encore plus performant grâce à la puce M1 parce qu'il n'y a plus de bus de données, donc c'est beaucoup plus rapide de copier des données. Et je confirme que franchement, copier des données sur MacBook, c'est super rapide, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est vraiment rapide, il n'y a aucun problème de copie de fichiers. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui se sont plaints. Soi-disant, ils ont eu des problèmes avec le SSD sur MacBook M1, comme quoi le SSD planté. J'ai fait des recherches, j'ai regardé. Je n'ai vraiment pas eu d'explication logique, je n'ai pas eu de pattern en fait, de cas, voilà, si vous faites ça, vous pétez votre SSD. Je n'ai pas trouvé, ça reste des cas isolés et moi je n'ai jamais rencontré de problème pareil. Donc j'ai regardé aussi au niveau d'Apple. Potentiellement, ça a été fixé avec des mises à jour de macOS Big Sur. Peut-être que j'ai eu directement la mise à jour, c'est pour ça que je n'ai pas eu le problème. Mais en tout cas, moi, je vous partage mon retour. Moi, je n'ai pas eu de problème avec le SSD. Le SSD marche très bien et j'en suis d'ailleurs super satisfait. Le dernier point qui est aussi très important, mais par contre, c'est là où je vais être un petit peu réticent, c'est la partie connectivité avec ce MacBook Pro. L'inconvénient que j'ai eu au cours de ces 6 mois, je ne l'ai pas rencontré au début parce que voilà, c'était encore un ordinateur tout neuf, donc je ne faisais pas spécialement attention, mais c'est le manque de port USB. Avec le MacBook Pro, on arrive avec 2 Thunderbolt USB Type C qui sont bien, hein, très belle vitesse de transmission de données, ça permet d'alimenter le Mac, ça permet de partager du flux HDMI, ça permet de faire tout. Sauf que par exemple, un cas très pratique, c'est que j'ai mon ordinateur portable et j'ai mon téléphone. Mon téléphone est en rade, j'ai envie de le charger. J'ai le câble de mon iPhone, hop, je n'ai pas de fichier USB où je peux brancher mon téléphone sur mon MacBook. Je dois aller chercher mon hub. Si j'ai pas mon hub à côté, c'est chiant. Du coup, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai ma petite sacoche ici que je vous avais présentée dans la vidéo, les accessoires indispensables lorsqu'on possède un MacBook. Et dans ma petite sacoche, j'ai mon hub que je vous avais aussi présenté dans la même vidéo, un petit hub que j'avais acheté 18 €, il me semble, qui est toujours dans ma sacoche. Du coup, je suis obligé de brancher mon hub sur l'USB Type C et avec le hub, j'ai carte SD, j'ai fichier USB, j'ai HDMI, j'ai absolument tout. Mais si j'ai pas mon hub à côté, c'est problématique. Et lorsque l'ordinateur est posé comme ça, je le branche sur une docking station. Et dans ma docking station, j'ai beaucoup de ports, j'ai absolument tout. C'est la docking station que je vous avais aussi présentée dans la même vidéo. Allez voir si vous ne savez pas quel accessoire il vous faut. Lorsque vous achetez un MacBook, ça vous permettra de vous faire un budget. Parce que le MacBook, c'est pas juste vous achetez un MacBook, c'est vous achetez tous les accessoires qui vont avec, la souris, le clavier. Et j'ai fait plein de vidéos que vous pouvez aller voir où je vous donne mon conseil sur ces accessoires-là. C'est pour ça que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ma chaîne, c'est plein de conseils, plein d'astuces sur la nouvelle technologie. Le point positif côté connectivité pour ce MacBook Pro, c'est le Bluetooth. En fait, le Bluetooth est juste super rapide. Tout ce qui est connexion avec Bluetooth, c'est quasiment instantané. C'est fiable, il n'y a pas de freeze. Ma souris Bluetooth que je branche dessus, elle marche super bien. On peut plugger plusieurs équipements Bluetooth, il n'y a absolument pas de problème. Même le casque, il n'y a pas de latence. C'est super agréable. Gros point positif pour le Bluetooth de ce MacBook Pro qui va un peu alléger la note au niveau de la connectivité. Il y a aussi quelques soucis avec le port Thunderbolt. Par exemple, des fois, lorsque je branche ma docking station dessus, des fois, le deuxième écran ne va pas démarrer. Donc, je suis obligé de débrancher puis rebrancher. Des fois, je suis obligé de redémarrer mon MacBook. C'est très bizarre comme comportement. Je pense que c'est une contrainte logicielle pour le coup. Donc, il faudrait peut-être que je remette à jour macOS Big Sur, mais en tout cas, il y a ces petits soucis-là. On ne peut pas, par exemple, connecter 2 écrans à ce MacBook Pro. Donc voilà, c'est les petits inconvénients de connectivité qui vont être mineurs pour certains. Donc pour moi, je n'utilise qu'un seul écran, donc ce n'est pas un problème. Mais pour d'autres personnes, peut-être que c'est majeur. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les informations dont vous avez besoin avant de faire votre achat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.